Et qui est de passage en Haïti dans le cadre de la 8e semaine de l'audit, une initiative de IA Haïti, une branche de IA International. Eh bien, je veux citer le professeur Mireille Arnois. Madame Arnois, bienvenue dans l'émission. Merci à vous, merci de m'accueillir. Alors, pour moi, c'est un vrai plaisir de revenir en Haïti pour une 3e fois. Et pour parler de l'audit interne. Alors, je vous remercie de cet accueil et de cette opportunité de promouvoir la profession. Okay. Merci encore une fois. Et à vous, nous disons, patientez, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'Ordre des comptables. L'Ordre reçoit les inscriptions en son local de 9h à 4h p.m. pour ceux qui veulent intégrer la corporation. L'Ordre organise des séminaires, des cours de formation et un événement mensuel sous le label Jeudi de l'expert comptable. Ce sont des événements, des activités qui restent ouvertes au grand public, notamment les étudiants, les chercheurs, les membres de la corporation dans le cadre de la formation continue. Et à chaque émission, nous apportons aussi un conseil, quelques conseils. Et particulièrement, nous attirons l'attention des administrateurs de sociétés anonymes. Nous disons encore une fois que la société anonyme, l'instance suprême, c'est l'Assemblée générale des actionnaires et qui délègue son pouvoir à un conseil d'administration. Eh bien, nous rappelons encore une fois que toute transaction entre un actionnaire et la société doit faire l'objet d'une résolution du conseil d'administration. C'est une disposition insérée dans la loi sur le fonctionnement des sociétés anonymes en Haïti. L'émission du jour, c'est Audit interne, contraintes et opportunités. Parler d'audit, c'est parler d'un sujet qui intéresse tout le monde. On est auditeur, on se fait auditer, on veut déceler tout ce qu'il y a comme difficulté, comme risque. Il y a les contrôles, il y a ce qui se fait en amont, ce qui se fait en aval. C'est toute une culture orientée vers la transparence, la reddition des comptes. Une culture qui vise aussi à créer la confiance. Donc, partant de cela, l'audit doit être une préoccupation de tout administrateur, qu'il soit public ou privé. Aussi, avant de démarrer pour le développement de ce thème qui est important, c'est pointu, mais qui peut intéresser aussi tout le monde, je vais demander à notre cher invité de se présenter au grand public. Alors, merci à vous, merci. Alors, Mireille Arnois,
J'ai plus de 30 ans d'expérience à l'international. J'ai plus de 20 ans d'expertise en matière d'audit interne, gestion de risque, contrôle interne, gouvernance. Et j'ai eu l'opportunité aussi de contribuer à l'Institut des auditeurs internes global. Alors, ça m'a donné le privilège d'être sur le terrain dans plusieurs pays émergents et de voir sur terrain comment était le métier, mais aussi de contribuer à développer la profession avec les meilleures pratiques et des expertises qui sont partagées. Alors, voilà en gros mon bagage. Très bien. Alors là, nous avons vraiment, je dirais, la personne idoine pour parler d'audit interne. Eh bien, puisque nous parlons d'audit interne, il serait bien que l'on fasse un peu la lumière sur le concept d'audit interne, sur son contenu, sur la procédure, sur la démarche, sur les normes qui régissent cette activité professionnelle. Oui. Donc, oui. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de vraiment démystifier qu'est-ce que l'audit interne. Alors, on est souvent, l'audit interne, associé exclusivement à tout ce qui est comptabilité et finance, alors que le rôle de l'audit interne est plus large. On peut toucher les technologies de l'information, on peut toucher aussi les opérations, évidemment, tout ce qui est d'ordre financier. Mais d'abord, l'auditeur interne, il faut préciser, n'est pas un policier. Souvent, on a vu que les gens avaient peur de l'audit interne arrive. Alors, le mot le dit bien. Audit interne, nous travaillons à l'intérieur d'une organisation pour une organisation. D'ailleurs, notre mission en audit interne, c'est d'accroître, mais non seulement accroître, mais préserver la valeur de l'organisation en étant sur le terrain, en analysant, en donnant une assurance, des conseils, des recommandations, tout ça basé sur les risques. Alors, dans une organisation, toute une organisation, et on va en parler au cours de cet entretien, on a, pour une saine gouvernance de l'organisation, ce qu'on appelle le modèle des 3 lignes de maîtrise. Alors, il y a d'abord, dans une organisation, les contrôles internes qui doivent être en place. Et les contrôles internes sont développés et sont monitorés par les gestionnaires des différents départements, des différents processus. Alors, au départ, on parle des contrôles qui doivent être en place. Les contrôles, ça peut être des rapports, dans toutes sortes de cas. Ça peut être au niveau des essences qui sont alimentées, ça peut être... Donc, il faut faire un monitoring et avoir des rapports qui vont être remontés. Alors ça, c'est ce qu'on relève du contrôle interne. Maintenant, on a aussi une deuxième ligne de maîtrise. Cette deuxième ligne de maîtrise constitue différents départements de l'organisation. Par exemple, on peut avoir le département des finances, le département de la comptabilité, qui, à un moment donné, peuvent voir des écarts qui sont anormaux. Alors, en tant que deuxième ligne de maîtrise, ce sont des gens qui peuvent soulever un drapeau et dire « il y a quelque chose qui nous inquiète de ce côté ». Alors, les finances, il y a la prévention, il y a la sécurité. Alors ça, ce sont des groupes qui font partie d'une deuxième ligne de maîtrise. Et il y a évidemment, dans cette deuxième ligne de maîtrise, ce qui est très important pour l'organisation, c'est la gestion du risque. Alors d'abord, on regarde les contrôles internes. Il y a des contrôles où il n'y en a pas, où ils sont insuffisants. Il y en a, mais ils ne sont pas efficaces. Alors si on a des contrôles et qui ne sont pas efficaces, ça représente un risque. Alors, les gens qui sont responsables de la gestion de risque sont là pour travailler avec les gens terrain pour justement voir quel contrôle il y a, est-ce qu'ils sont efficaces, de voir aussi les nouveaux risques qui arrivent, qui peuvent avoir un impact sur l'organisation. En fait, la COVID, on ne l'a jamais vu venir, hein? Non. Mais c'était un risque de pandémie qui est arrivé,
et qui a impacté sérieusement plusieurs sociétés. Alors, il y a des risques qui sont permanents, il y a des risques qui sont nouveaux, et il y a des risques qui existaient dans le passé qui n'existent plus aujourd'hui. Alors, la gestion de risque a un rôle clé dans l'organisation parce que c'est elle qui doit faire le suivi durant toute l'année en continu sur l'évolution des risques et de valider aussi si les contrôles sont efficaces et s'ils peuvent mitiger les risques. Alors, du côté, on en arrive de la troisième ligne de maîtrise, qui est l'audit interne. Alors, l'audit interne, dans son rôle, doit travailler avec la gestion de risque, doit travailler avec les gestionnaires, doit travailler avec le personnel de l'organisation pour s'assurer qu'on a bien identifié les bons risques. Et si on a une multitude de risques, ben, il faut les prioriser. Donc, l'audit interne va regarder et va développer le plan sur lequel elle va travailler dans l'année pour focaliser sur les risques les plus importants. Et le rôle de l'audit interne, c'est vraiment de s'assurer que les objectifs et la stratégie de l'entreprise vont être atteints. Alors, c'est pour ça qu'on doit faire un lien entre la stratégie de l'entreprise développée à haut niveau avec la gestion des risques et investir notre temps dans les endroits prioritaires. Très bien. Alors, ça voudrait dire que l'organisation doit, au point de départ, définir ça, c'est les grandes lignes, et faire appel à l'audit interne qui, en principe, vient pour rassurer. Bien sûr. Alors, puisque nous parlons des 3 lignes de maîtrise, est-ce que, à ce niveau-là, l'audit interne n'est pas, c'est-à-dire, il n'y a pas un risque que l'audit interne soit impliqué dans l'opération? En fait, il y a des rôles que l'audit interne peut jouer et il y a des rôles qu'on ne doit pas jouer. Nous, on est dans notre activité un groupe indépendant, donc on ne doit pas faire partie des opérations. On peut donner des conseils. Par exemple, s'il y a un nouveau système informatique qui doit être implanté, on peut faire appel à nous en tant que conseil. Donc, au lieu d'attendre que tout soit en place et d'arriver et détecter des faiblesses, alors on peut intervenir comme conseiller. Mais ce n'est pas à nous d'implanter et de voir à l'implantation. Donc, il y a différents rôles que peut jouer l'audit interne. Certains sont permis, certains autres ne sont pas permis. On peut donner une assurance parce qu'on a fait des tests, on a validé sur place, ou on peut avoir un rôle de conseiller. Mais dans notre activité d'indépendance, selon le plan d'audit qu'on a fait, l'audit interne va aller sur le terrain et va analyser tout le processus, va analyser les contrôles, est-ce qu'ils sont en place, est-ce qu'ils sont efficaces, et par la suite, on va faire des recommandations. Et les recommandations, on les valide absolument avec les gens de terrain au fur et à mesure qu'on avance dans le dossier. Mais après, on rédige le rapport et on le présente aux autorités, au conseil d'administration, au comité d'audit ou à l'organe de gouvernance. Voilà, très bien. Alors, ça voudrait dire que l'audit interne intervient à l'intérieur d'organisations, l'audit interne formule des recommandations, l'audit interne fait des constats, discute des constats avec, je dirais, les entités ou les départements qui sont audités, et les recommandations sont aussi communiquées aux audités. Exact. Et discutées. Et les audités peuvent aussi commenter. Alors maintenant, l'organisation qui, en principe, a en place l'audit interne, elle peut mettre à profit, mettre à exécution, faire le suivi des recommandations ou pas. Alors à ce moment-là, de quoi l'auditeur dispose-t-il pour en principe, s'assurer que les recommandations produites sont bien suivies? Oui. D'accord. Alors, dans notre rôle, vous l'avez bien précisé, et c'est important de le rappeler, j'en ai parlé un peu au début, on n'est pas des policiers, on est là pour travailler
avec les gens pour améliorer la valeur de l'organisation. Alors, dans notre rôle, on a surtout un rôle de partenaire parce qu'on a besoin des gens sur le terrain qui nous expliquent et qui nous montrent ce qu'ils font. Souvent, les gens de terrain aussi ont déjà détecté des anomalies, ils ont identifié des choses qui pourraient être améliorées. Alors, en travaillant avec les gens sur le terrain, en validant au fur et à mesure, mais on a quand même le rôle de remonter l'information auprès du conseil d'administration, du comité d'audit, vraiment aux officiers de l'organisation. Et par ce moyen, ce véhicule, on peut présenter des recommandations qui sont réalistes, il faut le dire. Et pour que nos recommandations soient réalistes, ça prend vraiment de bonnes discussions avec les audités pour valider à chaque étape ce que nous, on perçoit et ce qu'on croit qui devrait être recommandé. Maintenant, les recommandations sont présentées au comité, au conseil, et c'est à eux de dire s'ils vont mettre en place, s'ils acceptent les recommandations. Mais avant même de parler d'acceptation, on disait qu'il en revient à l'autorité de l'organisation, premièrement, d'avoir un plan stratégique pour les années à venir, d'avoir défini des objectifs, mais aussi d'avoir défini leur degré de tolérance et leur appétit au risque. Parce que dans certains cas, on peut avoir identifié un risque et eux en sont bien conscients, mais ça fait partie des limites qu'ils sont prêts à tolérer. Très bien. Donc, en dépit des recommandations, il faut avoir aussi un enlignement sur l'appétit et la tolérance au risque. Mais du moment où le conseil ou le comité d'audit accepte la recommandation et accepte de fournir les ressources pour apporter les améliorations et les corrections, bien là, on fait un suivi. Donc, on agit comme intermédiaire entre le conseil et les gens sur le terrain pour mettre en place les correctifs qui ont été recommandés. Très bien. Mais alors, il y a un point sur lequel je voulais insister. Par exemple, vous avez parlé de risque. L'audit interne définit comme une cartographie des risques. Vous évaluez qu'est-ce qui est le plus important, une voie de priorité. À ce moment-là, est-ce que l'audit interne joue de l'autonomie de sa décision ou bien le plan d'audit est soumis à la direction et bien à la conseil d'administration qui valide? Oui, exactement. Alors, ce n'est pas l'audit interne qui fait la cartographie des risques, c'est vraiment les gens qui sont responsables de la gestion du risque. Parce qu'encore là, c'est pour ça qu'on parle des différentes lignes de maîtrise, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une indépendance. Parce que si on fait la cartographie des risques, on n'est plus indépendant. Oui, c'est nous qui l'avons fait. Donc, on se fie aux gens qui ont fait la cartographie des risques. Bien sûr, il faut s'assurer que le processus est bien. En audit interne, il m'est arrivé d'auditer des processus d'évaluation des risques. Alors, c'était un processus où je retournais au groupe de gestion des risques et de voir est-ce qu'ils avaient un registre de risques, est-ce qu'ils avaient évalué avec les gens sur le terrain, est-ce qu'ils avaient des évidences pour assumer que ce risque était prioritaire. Donc, si l'audit interne doit se fier sur la priorité des risques pour développer son plan d'audit, bien, on doit s'assurer que le plan de risque ou la cartographie des risques, elle est fiable. Alors, comment s'en assurer? Bien, c'est de faire un audit et de revenir régulièrement, à savoir, est-ce que les gens responsables des risques ont rencontré chacun des gestionnaires des différents processus? Est-ce qu'ils ont eu un échange tous ensemble? Est-ce qu'ils ont tenu des ateliers? Est-ce qu'ils ont pris en considération les faits des années passées, les nouveaux risques qui viennent? Comment? Donc ça peut être audité aussi et on le fait. Parce que sinon, on ne peut pas se fier sur ce processus pour établir notre plan parce qu'on peut être à côté des rails. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Très bien. Un point important, indépendance de l'auditeur interne. Oui. Comment vous expliquez-vous cela? Ben, en fait, oui, il faut être indépendant et ça prend parfois du courage aussi, il faut l'admettre.
Mais l'entité de l'activité d'audit interne, on a dit, c'est une activité indépendante. Alors, il y a différents liens hiérarchiques qu'on a. Alors, c'est sûr qu'au quotidien, on a un lien avec la direction générale et tout ça dans le développement de notre quotidien, de nos activités. Mais on a aussi un lien direct avec le conseil d'administration, avec le comité d'audit. Donc, on peut nous demander à les consulter comme eux peuvent aussi nous consulter. Il reste que dans notre rôle, et c'est pour ça qu'il y a des rôles qu'on peut jouer, et il y a des rôles qu'on ne peut pas jouer parce que ça mettra un frein à notre indépendance. Donc, dans nos activités, c'est indépendance et objectivité. Donc, nous, on est neutre, on n'est pas à partie. Notre rôle, ce qui nous est demandé, d'aller sur le terrain, de faire un plan de travail pour voir ce que l'on veut valider, de faire les tests, de bien documenter tous les résultats de nos tests. Alors ça, c'est ce qu'on fait dans notre rôle en toute indépendance. Et après, on remonte l'information et on rapporte l'information. Après, c'est le conseil d'administration ou les autorités qui décident si on met en place les choses ou non. Donc, notre rôle à nous est neutre, indépendant, objectif. Et comme je disais, notre rôle, si le conseil décide qu'il va retarder l'implantation d'une recommandation, nous, ça ne nous appartient plus. Nous, on a fait le rôle et s'ils prennent la décision, maintenant que c'est documenté, maintenant que c'est écrit aussi dans un rapport d'audit interne et que le rapport leur a été publié, alors nous, on va aller selon ce qu'ils décident d'accepter et d'implanter. Et là, notre rôle, ça va vraiment de faire les suivis réguliers pour savoir si le travail d'implantation, de mise en œuvre a été amorcé. Est-ce qu'on s'est entendu sur différentes phases? Parfois, ce sera trop grand à entreprendre, donc on peut découper une recommandation en différentes phases, mais il faut quand même mettre des objectifs précis. Donc, si on a décidé de faire 4 phases, il faut mettre des échéanciers à la phase 1. Et si à la phase 1, on n'est pas rendu, nous, on va remonter l'information dans une fréquence qui aura été décidée par le comité, soit à chaque 6 mois ou à chaque année, pour dire de l'ensemble des recommandations, on est en bonne voie sur un certain nombre. Un autre nombre a été reporté, il faut expliquer pourquoi ça a été rapporté. Donc, oui, il y a un travail de recommandation, de présentation des rapports, mais si on ne fait pas un suivi sur les mises en œuvre, notre travail, il est vain. Très bien. Donc, mais alors, on parle d'audit interne, mais le profil auditeur interne, son profil, le meilleur profil à votre vue? Le profil, on a besoin de beaucoup de profils. Très bien. On a besoin de beaucoup de profils. Alors, c'est pour ça que je disais en début, en entrée, qu'on ne se limite pas simplement à la comptabilité, aux finances. On doit aller plus large que ça. Parce que si les opérations sont défaillantes, si l'information technologique est défaillante, si les données financières sont défaillantes, tout ça, ça va impacter financièrement l'organisation, qu'on le veuille ou non. Si on a fait un fiasco au niveau de l'implantation d'un système, et j'en aurai des exemples que je donnerai au courant de la semaine de l'audit interne, mais c'est sûr que ça aura un impact financier. Alors, dans ma vie d'auditeur interne, j'ai eu une variété de profils. J'ai eu des auditeurs internes qui avaient un profil de psychologue, parce qu'on en avait besoin dans certains domaines de la santé, dans l'organisation. On a eu des comptables, on a eu des ingénieurs, Donc, il y a un ensemble de profils qui peuvent devenir auditeurs internes. En fait, l'audit interne, ça s'apprend. Il y a certaines entreprises qui vont favoriser des gens qui ont déjà été dans l'organisation, dans différents départements, en ingénierie, au commercial, en marketing, différents aspects. Et là, après qu'ils aient tout ce bagage de connaissances de la culture de l'entreprise, des processus de l'entreprise et tout, on va les former pour être auditeurs internes. Et après, ils peuvent aller dans différents groupes et ils ont déjà saisi.
Mais on ne peut pas se fier qu'à des employés. Il faut aller chercher des gens à l'externe, des gens de différents backgrounds, des gens qui ont de l'expérience. Et c'est vraiment la complémentarité de l'équipe d'audit interne qui va faire la force. Très bien. Là, c'est au niveau des connaissances acquises, mais il y a le côté des qualités aussi d'auditeur interne. Oui. En tant que personne, quelles seraient selon vous les qualités recherchées d'un auditeur interne? Ah, ben, il y a des principes fondamentaux. Hein. Il y a l'intégrité. Oui, D'abord, on peut s'en douter. En fait, l'encadrement de l'audit interne de l'IA globale, on a un encadrement avec des dispositions qui sont obligatoires. Alors, bien sûr, il y a la mission, il y a la définition, mais il y a des normes aussi qu'on doit respecter. Il y a la déontologie qu'on doit respecter. Donc, déontologie, principes fondamentaux, qui est l'honnêteté, l'intégrité, mais aussi, dans les principes fondamentaux, c'est qu'il faut que le département d'audit interne ait les compétences à l'intérieur de son groupe pour pouvoir assurer que le travail sera fait. Et il y a toute une panoplie de normes, un peu comme les autres professions, hein, comme les comptables, comme les ingénieurs, comme les avocats. Il y a des normes qu'on doit respecter dans la réalisation de nos travaux. Alors, c'est pour ça qu'auditeur interne, si à la base, on n'a pas l'éthique professionnelle, si on n'a pas le désir d'apprendre, si on n'a pas le désir de communiquer, si on est incapable de communiquer, et il y a la preuve d'intégrité, il y a tout ça, on n'a pas notre place en audit interne. Donc, il faut respecter un ensemble de qualités pour être auditeur interne. Le reste, les normes et le mode de fonctionnement, ça s'apprend. Il y a des certifications que l'Institut des auditeurs internes offre pour pouvoir devenir un auditeur interne, ce qui intéresse beaucoup de gens aussi. Très bien. Alors, il y a un point, ce que je voudrais insister, c'est le capital des entreprises aussi. Lorsque le capital est ouvert, représente une entreprise publique, à ce moment-là, il y a des intérêts divergents. Oui. Ça facilite aussi l'audit interne. Mais quand le capital est fermé, c'est une poignée d'actionnaires, est-ce que l'audit interne n'est pas dans un carcan? Ben, en fait, l'auditeur interne, que ce soit une organisation publique ou une organisation privée, les auditeurs internes ont un rôle à jouer. Okay, bien. Et que ce soit public ou privé, les normes, elles sont les mêmes. Les principes sont les mêmes. La déontologie, c'est la même. Maintenant, c'est la réaction et les exigences et les attentes qui peuvent diverger entre un organisme, une organisation qui est de nature publique ou privée. Bien sûr, quand c'est privé, il y a les actionnaires. Alors, les actionnaires sont très attentifs parce que, justement, ils veulent que non seulement préserver la valeur de l'organisation, mais aussi l'augmenter et s'appuyer sur les recommandations de l'audit interne pour s'assurer de croître la valeur de l'organisation et de ne pas reculer en laissant des endroits ouverts au risque. Alors, bien sûr que l'enjeu est différent parce que ça touche directement. Par contre, quand on va dans le secteur public, là, il y a d'autres enjeux aussi parce qu'il y a des bailleurs de fonds. Alors, il y a des organismes, il y a la Banque mondiale, il y a différents organismes qui vont donner des subventions, vont apporter un financement. Et eux aussi veulent s'assurer que le financement qui est apporté à l'organisme public, qu'il aille jusqu'au bout de la ligne, à l'endroit où il doit aller. Alors, c'est que l'audience, elle est différente, hein, qu'on se soit dans le public ou dans le privé, mais pour ce qui est du rôle de l'auditeur interne, il est le même. Très bien. Puisque le rôle est le même, on prend une pause. On vous revient.
chers téléspectatrices, vous suivez la seconde partie de l'émission, la 430e de la série, qui a pour thème audit interne, contraintes et opportunités. Vous avez vu les opportunités de l'audit interne. On a intérêt, en tant qu'administrateur, tant public que privé, d'avoir une structure pareille. Ça garantit la fiabilité de l'information financière aussi. Ça protège l'investissement. L'audit interne permet aussi de mitiger les risques. Et l'auditeur interne est indépendant. Et son rôle est pareil, est le même, que l'on soit en privé ou en public. Au cours de la seconde partie de l'émission, eh bien, on va mettre la phase sur audit interne et la taille des entreprises, puisque nous parlons de contraintes aussi. Et on va parler de gouvernance. On ne peut pas parler d'audit interne sans parler de gouvernance. Donc, c'est tout aussi important de manière à ce que nous puissions tirer avantage de l'expérience de Mme Arnois, qui est vraiment une compétence en matière. Merci. Alors, je vais faire le lien pour nous, Mme Arnois, entre audit interne et la taille des entreprises, puisque nous sommes dans une économie où les entreprises sont en grande partie des PME. Oui. Alors, voilà, c'est important, je crois. On a parlé des 3 lignes de maîtrise, le modèle des 3 lignes de maîtrise. En fait, ce modèle, c'est un référentiel. Mais chaque entreprise est différente. Il n'y a aucune entreprise où on peut apporter un référentiel qui va s'appliquer à chacune des entreprises. Il y a d'abord tous les aspects de gouvernance, de culture d'entreprise, mais il y a aussi la taille et la maturité. Et ça va aussi avec la gouvernance de l'entreprise, parce qu'on peut avoir une société où la gouvernance, elle est vraiment très efficace, où il y a une volonté d'avoir une très saine gouvernance au sein de l'organisation. Alors, il y a un point de départ à tout. Donc, il y a des différents degrés de maturité, et on le voit ça à travers des sociétés. Donc, on part de la volonté d'avoir une saine gouvernance, et là, on peut commencer à travailler pour s'assurer que les différentes lignes de maîtrise travaillent efficacement. Mais c'est sûr que selon la taille de l'entreprise et l'envergure et le nombre de ressources, les budgets et tout, on ne peut pas tout avoir en même temps. Donc, il faut commencer à évoluer. Et tantôt, on parlait des contrôles internes, parce que si on parle d'une société qui est privée, elle ne peut pas avoir des gens de comptabilité distincts, des gens de finances distincts, de la gestion de risque, de la prévention et tout ça. Alors, d'où vient l'importance d'avoir des contrôles internes qui sont solides et dont il y a un reporting qui est fait et qui est escaladé aussi. Et c'est là qu'on peut se baser sur une ségrégation des tâches. Donc, pas avoir la même personne qui joue différents rôles qui sont en contradiction. Alors là, on revient à nos contrôles internes. C'est pour ça que selon la gouvernance, selon la volonté d'avoir une saine gestion de l'entreprise, adaptée à la taille de l'entreprise et à un certain degré de maturité. Donc, on peut accompagner en tant que conseil, l'auditeur interne peut accompagner en tant que conseil pour faire évoluer ou faire avancer le degré de maturité de l'organisation. Très bien. Alors, puisque par rapport à votre parcours, vous avez fait l'expérience dans plusieurs pays, les économies émergentes particulièrement, est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a une contrainte à l'audit interne dans les pays où on souffre de gouvernance particulièrement? Oui. En fait, j'ai eu vraiment une belle chance dans ma vie d'être accueillie dans différents pays, de pouvoir partager tant avec le vérificateur général et la présidence, les différents ministères dans différents pays, mais avec les gens de terrain aussi, avec les gens qui font le travail d'audit interne, avec les gens qui ont à gérer. Donc, j'ai quand même une bonne vue d'ensemble. On a eu l'occasion aussi, avec l'Institut des auditeurs internes, de mener des travaux de recherche sur l'état de la profession en Afrique. Et en fait, c'est des documents qui sont disponibles où on voit par pays que l'on a fait en Afrique la distinction entre le secteur privé et le secteur public.
Et on regardait dans ces études, dans un premier temps, le contexte du pays, l'indice de fraude, l'indice à la corruption, le contexte. On regardait ça. Et puis après, on allait dans chacun des secteurs privés et publics dans chacun des pays pour voir les ressources, pour voir la gouvernance, pour voir les degrés de compétence, les degrés de compréhension aussi de l'audit interne. Et évidemment, les outils. Quels outils disposent les auditeurs internes dans ces pays? Donc, ça a été assez intéressant. Et ce qu'on s'aperçoit aussi quand on voyage et on parle, c'est que la perception de l'audit interne, elle est parfois mêlée à l'auditeur externe, elle est parfois mêlée au contrôleur ou à l'inspecteur, ou elle va être limitée vraiment à la Cour des comptes. Donc, c'est pour ça qu'en intervenant comme ça et en rencontrant les gens dans les universités, les gens dans les ministères et tout, on tente d'apporter et de partager aussi les meilleures pratiques, qu'est-ce qui devrait être en place. Et on a des organisations aussi qui sont bénévoles. Je fais partie d'une organisation qui s'appelle l'Union francophone de l'audit interne et qui regroupe tous les pays. Haïti, l'IA Haïti en fait partie d'ailleurs. Donc, ce n'est pas nécessairement une localisation géographique, mais c'est surtout sur la langue. Et nous sommes un groupe de bénévoles qui tentons d'accompagner aux besoins, que ce soit le Gabon, le Bénin ou la Côte d'Ivoire ou les différents pays de langage francophone pour leur partager les meilleures pratiques et les assister aussi. Et parfois, on va se déplacer pour aller rencontrer les bailleurs de fonds, que ce soit le conseil du patronat, pour arriver à donner des conseils pour faire évoluer la profession et aussi pour faciliter le travail de l'auditeur interne. Alors, c'est pour ça qu'on tente de promouvoir la profession et de la faire connaître davantage. Très bien. Mais alors, au-delà de tout ceci, Mme Arnois, est-ce qu'au niveau même des dirigeants d'entreprise, il ne faudrait pas faire un travail de motivation aussi pour qu'ils comprennent le rôle d'audit interne et faciliter la tâche aussi à ces professionnels? Oui. Il y a beaucoup d'éducation à faire au sein des comités d'audit. Il y a certaines organisations qui n'ont pas de comité d'audit aussi. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de promotion. Et souvent, ce n'est pas de mauvaise foi, mais parfois, il y a une méconnaissance aussi du rôle de l'auditeur interne, d'où vient l'importance de vraiment faire connaître, mais aussi d'apporter notre support aux directions d'audit interne, parce que c'est quand même la direction de l'audit interne qui doit faire un certain reporting et qui gage des bonnes opérations de l'audit interne. Mais vous savez, on parle de l'Afrique parce que j'y ai été beaucoup, mais en fait, le travail d'audit interne, il est important, peu importe l'endroit. Je me rappelle, je suis venue ici il y a quelques années, on a parlé d'une commission d'enquête, la commission Charbonneau, il y a déjà 5 ans, et c'était des rapports qui avaient été faits et des trucs. Donc, qu'on soit au Québec, qu'on soit à Montréal, qu'on soit au Canada, qu'on soit en Afrique ou à Haïti, le rôle de l'auditeur interne n'est pas nécessairement un rôle toujours facile. C'est faut, comme on disait, avoir de la bonne communication, de l'intégrité, mais ça prend aussi du courage pour apporter les corrections recommandées, mais aussi utiliser, je dirais, non pas de stratégie, mais de finesse dans la façon de dire les choses. Donc, de mon côté, il y a une question d'approche. L'approche n'est pas de dire telle chose est mal, telle personne a mal fait. Je crois que l'audit interne doit se saisir de ce qu'il a vu sur le terrain, mais de proposer des recommandations en fonction de ce qu'on peut mettre en place dans le futur. Alors, ce n'est pas de taper sur ce qui est arrivé, mais de voir de façon positive et aussi utiliser d'influence. Hein? On ne veut pas mettre les gens nécessairement en mal, mais c'est d'arriver à faire passer nos idées. Et si on arrive à influencer et avoir le courage de dire les choses, mais les dire de la bonne façon et d'en faire les suivis, je crois que ça peut faciliter la vie
du personnel de la société. Et si on parle d'une entreprise ou d'un organisme à but non lucratif ou un organisme qui est voué à la communauté, bien, en même temps, ce n'est pas juste l'organisation qu'on va aider dans notre façon de faire les choses en tant qu'auditeur interne, mais c'est des retombées aussi sur la communauté et des retombées qu'on peut voir parfois à moyen terme, parfois à long terme, mais il faut avoir le courage de mener nos actions pour faire des pas en avant pour y arriver. Alors là, ça voudrait dire que l'auditeur interne fait partie d'un véritable réseautage de l'auditeur interne. Ah, bien sûr, bien sûr. Il y a tout le réseau. En fait, quand je parle, et puis mes collègues d'IAIT vont pouvoir le dire, l'auditeur interne fait partie d'une famille et que quand on fait le métier, je crois qu'on le fait avec passion. Les gens qui ont l'auditeur interne, tu as accès à tout. Tu peux toucher tout, tu peux poser les questions, tu peux travailler les dossiers, tu as une indépendance, donc, et en même temps, tu as le pouvoir de faire des recommandations, de faire le suivi sur les recommandations et d'influencer. Donc, c'est valorisant, mais il faut avoir le courage de se rendre jusqu'au bout de nos choses. On est une petite famille. Et les auditeurs internes, qu'on soit ici en Haïti, au Québec, à Montréal, parfois quand on a un dilemme, ben, au moins on a du soutien, on peut se parler, on peut avoir des conseils. Et aussi, on est attentif à nous. Quand j'ai visité différents pays, ben, on profite d'une visite sur le terrain pour rencontrer les ministères, pour rencontrer le vérificateur général, pour rencontrer les universitaires. Vous comprenez? On fait les articles dans les journaux et on cherche à ce moment-là, quand on est accueilli par des ministères, ben, on demande leur endossement, qu'ils endossent notre cause. Et parfois, ça va jusqu'à aller à changer des lois dans le pays. On le voit dans certains pays. Après les implications, on travaille à mettre ou à améliorer ou à changer les lois pour donner encore plus de pouvoir, si vous voulez, à l'audit interne. Soit que ce soit dans la façon dont les comités d'audit sont constitués ou que ce soit dans la reddition de comptes. Alors, c'est pour ça que la présence en dehors de l'organisme pour lequel on travaille est importante parce que c'est toute cette influence-là et c'est tout le réseau et c'est tout ce qu'on peut faire profiter à nos collègues de l'audit interne qui vont faire, j'y crois, faire évoluer la profession et en même temps améliorer le statut des organisations et, au bout du compte, améliorer la communauté. Très bien. Donc, l'audit interne peut participer activement, efficacement à la lutte contre la corruption. Oui, oui, en effet. En effet, on n'est pas, il faut encore voir de quelle façon, et ça on va le voir dans le séminaire, on n'est pas nécessairement des enquêteurs avec le badge qui va aller confronter. Mais ce qu'on peut faire, nous, c'est vraiment d'aller retrouver toute la ligne d'activité et s'assurer que les contrôles ont été bien faits et que le reporting a été bien fait, que les lignes de signalement ont été traitées et dans nos résultats de toute cette analyse, on va à l'autorité suprême de l'organisation pour rapporter ce qu'on a vu et mettre en place des contrôles. Et on peut influencer les dirigeants aussi à encourager de mettre en place les contrôles. Mais encore une fois, on n'est pas des policiers, mais on a quand même assez de pouvoir pour refaire la suite des choses. Ouais. Très bien. Mais par rapport à votre expérience, votre vécu, ouais. Partagez avec nous un de vos grands défis. Hein? Un de vos grands défis, partagez avec nous. Ben, les grands défis, en fait, c'est la gouvernance. C'est ça le défi. C'est d'avoir... on a une revue qui s'appelle The Tone at the Top. C'est une revue un newsletter de l'IA Global qui, en fait, dit le ton, il doit être donné à l'autorité en haut.
si le ton n'est pas là pour une saine gouvernance, nos défis sont très grands, Donc, il faut d'abord, comme auditeur interne, comprendre la culture de l'organisation, de comprendre tout ça pour voir où on mettra nos efforts. Alors, que ce soit n'importe où, c'est toujours le défi de s'assurer qu'il y a une volonté à l'autorité de mettre en place et d'avoir une saine gouvernance. Donc, c'est assez stratégique, mais je dirais que c'est ça le plus grand défi. Mais à titre personnel, vous n'avez pas été confronté à une situation dans laquelle vous trouvez difficile d'avancer? Personnellement, parce que quand je vais dans d'autres pays, j'entends toujours. J'entends toujours. Alors, on va et comme on arrive et qu'on fait partie d'organisations de soutien, il y a les gens qui viennent vers nous et qui nous disent, voilà, sur le terrain, voici ce qu'on voit, voici ce qu'on voit, voici ce qui se passe, comment vous pouvez nous aider? Parce que l'auditeur interne, s'il fait ce métier, c'est une passion, mais c'est aussi, je dirais pas missionnaire, mais c'est de pouvoir apporter du changement et d'améliorer la vie de chacun, la vie des organisations, la vie de chacun. Alors, c'est ce qui nous anime, en fait. Alors, quand on entend des difficultés, alors il faut voir de quelle façon. Et je crois que ces façons-là, c'est en intervenant, nous, au plus haut niveau, que ce soit le pays, que ce soit l'organisation, que ce soit l'autorité, pour faire valoir les points positifs d'encourager l'audit interne et d'apporter des améliorations, mais surtout de supporter les efforts par l'audit interne. Parce que s'il n'y a pas de support, il n'y a pas de volonté, c'est très difficile. Très bien. C'est ce qui nous désole quand on arrive à des situations comme celle-là. Donc, la façon, je crois, c'est par l'approche, c'est par la communication, c'est par le courage, c'est la stratégie utilisée pour communiquer, pour tenter de faire valoir nos points et travailler de concert avec les autorités. Très bien. C'est le plus grand défi. Alors, l'émission, c'est audit interne, contraintes et opportunités. Quels seraient alors vos mots, les mots adressés aux administrateurs, particulièrement? Aux administrateurs, ce serait de s'intéresser vraiment aux défis de l'auditeur interne, et pas seulement aux défis, mais ce serait vraiment de nous écouter, d'entendre et même de se développer en audit interne pour bien comprendre tous les facettes de notre travail et qu'on travaille ensemble, en fait. Très bien. Alors, aux administrateurs, maintenant, il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui, beaucoup de chercheurs qui sont intéressés à l'audit interne. Quels seraient vos mots? Oui. Bien, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'Institut des auditeurs internes fait la promotion d'une certification. Et ça, je l'ai fait dans tous les pays où je suis passée. J'ai parlé aux universitaires en disant, c'est quelque chose qui est accessible, le métier d'audit interne. En fait, il y a des examens à passer, il y a des études, évidemment, mais c'est des études que l'on peut faire. On peut acheter les bouquins et maintenant, on peut passer les études et les examens en ligne. Alors, il reste que par le fait d'étudier, il y a 3 examens pour devenir auditeur interne. Alors, le fait d'acheter, de s'intéresser, de lire, déjà, peu importe le travail que vous ferez plus tard, vous serez formé au niveau des contrôles, au niveau de la gestion de risque. Vous verrez tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Ensuite, vous allez faire les examens. Et après, on dit que vous pouvez utiliser la certification d'auditeur interne après 2 ans d'expérience. Mais dans votre recherche d'emploi, si vous dites « j'ai déjà passé les examens avec succès, voici la preuve que j'ai passé les examens avec succès », bien, vous aurez des chances qu'un employeur soit attentif à votre application sur un certain poste et vous donne une chance. Et de toute façon, la certification, elle est internationale. Donc, c'est reconnu partout quand vous avez la certification. Alors, je crois que même des gens qui sont déjà à l'emploi dans des rôles, que ce soit en approvisionnement,
que ce soit en différents services au niveau d'une organisation, pourraient s'intéresser à la certification d'auditeur interne et dire, moi, je vais étudier ça, je vais y consacrer des heures, je vais regarder chacun des bouquins, je vais passer un examen à la fois, et en plus de toutes mes compétences que j'ai déjà, de mes années d'expérience, là, je vais chercher le volet auditeur interne. Alors ça peut être intéressant aussi. Il y a beaucoup à apprendre. Et en fait, je vous dirais qu'en devenant auditeur interne, je vous assure que même dans votre vie personnelle, vous achetez des trucs, vous signez des contrats, ça vous aide parce que ça vous amène un éveil à beaucoup de différents points. Très bien. Mais alors, aujourd'hui, il y a COVID-19. Oui. C'est une grande contrainte pour tout le monde. Oui. Et l'auditeur interne, est-ce que ceci n'impacte pas non plus les pratiques d'audit interne? La pratique de l'audit interne, évidemment, elle est différente avec le COVID parce que normalement, on peut aller sur place. Maintenant, il y a beaucoup qui se fait en virtuel. Mais il reste il y a quand même des données qu'on peut obtenir. Il y a des rapports qu'on peut obtenir. Je ne vous dirai pas tous mes trucs, là. Mais il y a quand même des façons de faire le métier qui n'est pas comme étant sur place, mais qui nous permet quand même de valider certains aspects. Où il faudra être attentif aussi, c'est avec la COVID, comme vous l'avez dit, on en parlera dans le séminaire, c'est vraiment toutes les situations, je dirais, les portes qui s'ouvrent pour des cas de fraude, d'exagération, de corruption, parce que tout devient urgent. Et parfois, dans l'urgence, on signe des trucs de gré à gré, sans faire les processus normaux, invoquant l'urgence. Donc, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. Alors, c'est là que l'audit interne peut arriver et conseiller avant que ça devienne phénoménal. Mais c'est vrai que, d'une part, la pandémie fait qu'on fait beaucoup de virtuel, mais ça ne veut pas dire qu'on est en virtuel, qu'on peut passer n'importe quoi. Donc, il y a des éléments qu'on peut regarder et il y a un focus qu'il faut faire aussi sur les situations, les contrats, l'approvisionnement en masques. Il y a tous ces exemples-là qui normalement ne passeraient pas, que là, dans un contexte de pandémie, pourraient se faufiler. Alors, très bien. On est là quand même. Très bien. Ainsi prend fin la 430e édition de la série, qui a pour thème, pour titre, Audit interne, contraintes et opportunités. Nous remercions sincèrement Mme Mireille Arnois pour sa disponibilité. Nous lui disons aussi bienvenue en Haïti et que ce séjour soit agréable et qu'on puisse bénéficier également de votre large expérience. Eh bien, à vous, nous disons à bientôt. Merci. Merci. Merci.